Bien, merci d'être là et merci à toi Alain d'avoir répondu à mon invitation. Alors, quelques petits mots pour mettre les choses en place. Alain donc de Clercq, qui est né dans l'Allier en 1969. Tu me corriges si je dis des bêtises, hein, bien sûr. Qui est un ancien étudiant de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et aussi, oui, alors c'est ça, tu as été diplômé en photographie en vidéo. Ouais, moi j'ai fait plein d'écoles. Tu as fait plein d'écoles. En fait, avant d'arriver aux arts déco, j'ai fait un BTS de graphisme. Ouais. Ensuite j'ai fait un diplôme de photo vidéo aux arts déco. D'accord. Et puis en fait, comme j'ai toujours eu un travail d'art plastique au sein d'écoles d'art appliqué, ouais. C'était un tout petit peu compliqué pour avoir un interlocuteur pour mon travail, etc. Donc j'ai terminé par une année de post-diplôme aux Arts de Nantes, qui était une année absolument géniale où on a un an pour développer son travail avec une carte d'étudiant, ce qui est assez pratique, et une bourse de recherche, un atelier, etc. Okay. Alors tu es représenté par la galerie Lovenbruck, que l'on peut voir au niveau rez-de-chaussée, par, je ne sais plus le stand, je ne l'ai plus en tête, mais ça passe dans le PowerPoint derrière nous. Alors, comme toujours dans ce contexte d'entretien, il y a un PowerPoint qui passe avec des images, mais on va d'abord parler un peu de manière très générale du travail d'Alain, compte tenu que ce travail est un travail qui n'est pas seulement articulé par rapport au dessin, mais si je lui ai demandé d'être là, c'est parce que, eh bien, tenez, je vais vous lire ces 3 lignes, et je vais lui demander de réagir, que j'ai trouvées sur Internet. Alain de Clercq est une menace. Il n'aime rien tant que s'en prendre aux représentations de l'ordre public, aux emblèmes de pouvoir, mettre en déroute le système. Je ne sais pas si tu connais cette formule qui est consacrée sur Internet, mais qui m'a balancé là. Je ne sais pas du tout, j'ai pas trouvé, je vais pas imprimer la signature. Est-ce que, bon, une menace, c'est peut-être fort, et en même temps, tu as été, toi, plutôt souvent menacé. Moi, j'ai l'impression d'être un peu plus menacé que menaçant. Il me semble aussi. Hein. Ouais. Tu vas nous raconter aussi, parce que c'est intéressant, dans le contexte, bien entendu, vous l'avez compris, de ces taux que j'ai placés, comme l'exposition, vous avez vu sans doute, qui est derrière nous, si je puis dire, dans l'allée entre les deux, Émergence 1 et Émergence 2, sur l'engagement, sur toute la problématique de l'art et de l'engagement. Alors, donc je reprends la phrase. Alain de Clercq est une menace, il n'aime rien tant que s'en prendre aux représentations de l'ordre public, aux emblèmes de pouvoir, mettre en déroute le système. Ça te convient, ça, ou pas? Pas tellement, non. En fait, j'ai l'impression que j'ai pu être perçu comme une menace régulièrement par les services de police, par exemple. Quoi. Mais je pourrais dire que je réfléchis rapidement, mais je crois que je vais te faire absolument rien d'illégal dans ma vie, quoi. Donc, et alors, dis-nous un petit peu pourquoi tu as pu être perçu comme menaçant par la police, puisqu'effectivement tu as eu quelques soucis. Enfin, eux ont eu des soucis avec toi. Exactement. Plutôt que l'inverse, puisque comme tu as dit, tu n'avais rien fait d'illégal. Tu veux que je raconte un petit peu l'histoire, hein? Oui, raconte-la, parce que ça permet au public de connaître un peu Alors, peut-être en tout petit préambule, oui. D'une manière générale, je dirais... parce que j'imagine que vous connaissez peu mon travail, ou pas du tout, donc pour être très simple, oui. Je dirais que, par exemple en littérature, on a des genres qui sont très identifiés, comme le polar, le roman d'espionnage, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire que j'applique cette sorte de réalité dans le champ des arts plastiques. Oui. Donc je m'intéresse beaucoup au secret d'une manière générale, au secret d'État, au rapport de force, etc. Donc j'ai tout un... Pour les percer. En fait, pour les analyser, pour les décortiquer un petit peu. Pour en comprendre le mécanisme. Exactement, oui. Et puis, donc,
pour en venir à, disons, l'affaire la plus importante avec la police, et avec en fait, j'étais... bon, je tourne des vidéos régulièrement, et puis c'était en 2005, je crois. En fait, j'ai fait un film qui s'appelle Mike. En fait, le postulat de départ de ce film était de dire... les premières images du film sont un cartel de texte qui explique qu'en fait, je ne suis pas réalisateur du film que vous allez voir, mais j'en suis le diffuseur. Donc l'idée était de dire, voilà, il y a un personnage qui s'appelle Mike, qui est le titre du film, et ce personnage, non seulement il existe, mais en plus il me fournit des informations qui viennent nourrir mon travail. Donc j'essaye alors évidemment, hein, je dévoile tout ici, mais je crée une fiction avec un personnage fictif. J'essaye d'inventer ce personnage qui est un personnage un peu trouble, disons quelqu'un qui observe, qui se sert en fait de sa caméra comme d'un carnet de bord. Donc il filme un certain nombre de choses, il se déplace en fait du Moyen-Orient, principalement d'Égypte, puis il passe à Washington, il y a beaucoup de plans autour du Pentagone par exemple, et puis ensuite revient en Europe, et c'est une espèce d'errance comme ça sur les déambulations de ce personnage qui filme des choses qui lui échappent en fait. Donc moi-même ça m'échappe, et je propose au public de m'aider à comprendre ces images. D'accord. Donc ça c'était le principe de départ. Et puis, alors même que je n'avais absolument jamais diffusé aucune image de ce film, puisque j'étais en post-production, j'étais invité en résidence à Bordeaux. Donc je faisais le montage, mixage son, etc. Et un jour, au petit matin, j'ai eu une perquisition de la brigade antiterroriste qui tout d'un coup m'accuse d'un certain nombre de méfaits assez violent. C'est violent, hein, oui, parce que en fait, eux, en fait, ils avaient imaginé que j'étais le chaînon manquant entre Al-Qaïda et l'ETA espagnol. Alors, c'est intéressant, je trouve, comme situation. Donc en fait, c'était une situation assez étonnante parce que la police avait construit un scénario d'une grande complexité, mais ils étaient totalement dans la fiction. Eux aussi. Eux aussi. Et eux principalement, je dirais, quoi. Parce que, en fait, bon, ils sont intervenus le jour où je les ai vus, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, j'avais déjà vu que quelqu'un avait fouillé mes affaires dans mon appartement. Ça, je m'en étais rendu compte parce que j'ai aussi des techniques pour savoir si quelqu'un fouille mes affaires, mais j'imaginais pas que c'était la police, quoi. Et enfin, je ne sais pas si vous savez, mais on parle beaucoup du Patriot Act aux États-Unis. Oui. Mais vous savez que depuis la loi Perben 2, en matière de terroristes, la police a à peu près tous les droits, quoi, hein, y compris celle de faire une perquisition aveugle, en quelque sorte. Oui, non signée. C'est-à-dire ils peuvent rentrer chez vous, fouiller vos affaires et refermer la porte ou pas. Et que vous ne percevez de rien. Et c'est légal. Et c'est légal, d'accord. Donc, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que j'étais sur écoute téléphonique depuis des mois, voire des années, et ils avaient un dossier comme ça, et ils me disaient, voilà, le 12 mars, tu as appelé telle personne, pourquoi? Voilà, donc toute ma vie était décryptée comme ça, et puis... en fait, ce sont tes biographes. Oui. C'est pas très sérieux quand même. Donc en fait, ils sont arrivés assez virulents, et en étant sûrs de leur fait. C'est-à-dire que... ils avaient fouillé mes affaires, ils avaient vu tous les rushs du film, ils connaissaient tout mon travail, et malgré... pardon? C'est des amateurs. Oui, c'est ça. Je suis en train d'y penser. Donc en fait, malgré toutes les informations qui sont connues autour de moi, de mon travail, ça ne les empêchait pas de penser que j'étais un terroriste dangereux. Donc ils sont intervenus à un moment donné, mais comme ils avaient déjà décrypté toute ma vie depuis des mois, je peux continuer. Et donc, vous l'avez compris, je m'intéresse beaucoup aux affaires d'État, aux matières terroristes, etc. Donc par exemple, il y a une... Vas-y.
continue. Il y a par exemple une bombe qui explose à Madrid ou à Londres. Et ben, le lendemain ou 2 jours après, je suis sur place pour faire une sorte d'enquête, hein, en tout cas pour me nourrir de l'événement, des lieux, etc. Mais eux, malheureusement, dans leur réflexion, il y a un attentat à Madrid, j'y suis. Il y en a un à Londres, j'y suis aussi. Donc moi, j'avais beau leur dire que c'était 1 ou 2 jours, 1 ou 2 journées après, pour eux, c'était quand même un faisceau de suspicion suffisamment fort pour qu'on vienne m'interpeller. Et puis, bon, peut-être, je raconte un peu plus. Termine l'histoire, parce qu'elle est bien. Bah, c'est une histoire très longue et qui a duré des années, hein, puisque, en fait, il y a juste une anecdote quand même qui est très importante pour moi, parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, je m'intéresse à ces histoires-là. Au bout d'un moment, la police s'intéresse à moi et vient m'interpeller. Je veux dire, c'est bonne guerre, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ça fait partie du jeu. C'est un peu le principe de l'arroseur arrosé, non? Un peu, oui, mais en tout cas, là où c'est plus problématique pour moi, c'est que moi, je suis capable d'assumer ça, sauf qu'il se trouve que le jour où la police est venue perquisitionner, en fait, je logeais un ami. Et cet ami était journaliste. Donc en fait, moi ça m'a beaucoup servi parce qu'au moment même où la police venait chez moi, la presse était là. Donc du coup, c'est pas mal ton scénario. C'était vachement bien préparé. Hein. Et donc c'est pour ça que malgré la tension assez vive, j'ai pas non plus été violenté. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est resté quand même relativement courtois. La presse était là. Sauf que là où c'est beaucoup plus problématique, c'est que donc lui, en tant que journaliste, il était là juste parce que c'est mon ami, mais au moment même où lui se faisait interroger par les services de police, il s'est fait fracturer son appartement à Paris, puisqu'il habite à Paris, et de manière assez radicale, quoi. C'est-à-dire que lui, il y a sa femme et son bébé qui étaient à la maison, qui sont restés toute la journée à la maison. Et puis, à 14 h, ils avaient un rendez-vous chez le pédiatre, donc ils sont partis 1 heure, et pendant cette heure-là, quelqu'un, puisque je ne peux nommer personne, est venu, ils ont éclaté la porte au pied de biche, hein, c'est quand même pas discret, et puis ils ont volé l'ordinateur portable, l'appareil photo et la caméra vidéo de ce journaliste. Ils n'ont même pas pris tout ce qui est télé, hi-fi, ils n'ont même pas pris le cash qui était sur la table. Vraiment axé sur le matériel professionnel. Donc évidemment, quand cet ami est rentré à Paris, qu'il a compris ça, il est allé voir le rédacteur chef de son journal, qui a appelé le ministère de l'Intérieur en disant ça va pas, quoi, c'est pas possible, c'est pas une république bananière ici, quoi. Donc problème. On ne pouvait pas voler les outils de nos journalistes. Donc en fait, bon, je pense que la discussion était assez vive, et cet ami, 15 jours après, il faut s'accrocher, hein, parce qu'il a reçu un coup de téléphone d'un revendeur de matériel informatique en Algérie qui lui disait voilà, j'ai votre ordinateur en ma possession, j'ai été très ému par les photos de votre bébé, donc si vous voulez, je vous renvoie votre matériel. Et c'est quand même du jamais vu, quoi, qu'un revendeur de matériel informatique à Alger appelle le propriétaire en disant j'ai votre matos, quoi. Enfin, donc je pense que c'est une filière policière ou des services spéciaux qui transite par l'Algérie pour faire remonter le matériel, quoi. Non, mais c'est bien de nous avoir raconté ça, parce que bon, c'est vrai que c'est important comme mise en place, quoi, de savoir tout ça. Mais alors moi, en t'écoutant, je me demandais d'abord, par rapport à ton travail artistique, et puis bien sûr, on va parler de la façon dont il prend forme dans le dessin, mais déjà par rapport à ton travail, d'où vient cet intérêt pour l'enquête, pour cette forme d'inquisition finalement que tu commets, parce que c'en est une, mais elle est séduisante pour nous, parce qu'elle vient justement dans un sens inverse, celui auquel ordinairement elle s'exerce. Donc d'où ça vient tout ça C'est parce qu'en fait, quand j'avais 6 ans, mon père s'est fait assassiner par la police.
Non, c'est pas crédible ça. J'écoutais, mais j'étais en train de me dire que je n'avais jamais entendu parler. Donc je commençais à me dire que c'était sans doute une nouvelle fiction. Bon, Puis comme demain je reçois quelqu'un dont le père a été véritablement assassiné par la police iranienne, je trouvais que j'aurais dû faire gaffe pour deux personnes. Bon, ouais, je suis spécialiste de l'humour pas drôle. Alors dis-nous quand même d'où ça vient. Bon, c'est vrai que des fois c'est très simple d'avoir un événement qui enclenche un processus. Oui, c'est vrai. Moi, je ne peux pas dire que j'ai d'événements comme ça dans ma vie, mis à part le fait que j'ai une histoire aussi familiale, quoi. Par exemple, disons que la politique, le rapport à l'ordre, c'est quelque chose qui a toujours été un sujet dans ma famille, quoi. Voilà. C'est-à-dire que depuis mon grand-père s'est évadé 3 fois de prison pendant la guerre. Il a fini en camp de concentration. Pendant ce temps-là, ma grand-mère, qui était en relation avec la résistance, puisqu'ils habitaient à Moulins, en fait, comme tu l'as dit. Dans l'Allier. Et Moulins, vous savez, c'était la frontière entre la séparation. Voilà, zone libre, zone occupée. Et donc, elle profitait de cette place stratégique pour faire passer notamment du courrier à la résistance. Et donc, elle s'est fait arrêter. Elle a aussi fait de la prison pendant la guerre. Donc, disons que c'est des choses qui ont alimenté mon enfance, ma vie. Ton imaginaire. Exactement. Donc, ça c'est peut-être une forme de réponse. Hein. Maintenant, disons que moi, je suis plasticien. C'est-à-dire que j'opère dans le champ des arts plastiques. Je ne suis pas journaliste, par exemple. Et je me posais la question si par hasard, c'était pas quelque chose qui t'avait tenté à un moment de tes études, de ta formation, de faire du journalisme. Bon, alors on peut dire ça. Même très, j'ai même voulu très fort être reporter photo, avec ma formation de photographe. Là, pendant quelques années de ma vie, je n'ai fait quasiment que ça, c'est-à-dire me balader avec un appareil photo dans un contexte particulier. Je voyageais beaucoup. Je pourrais dire que je faisais un travail de reporter, même si j'étais étudiant, évidemment. Mais en tout cas, je m'engageais dans cette voie-là. Et puis, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à ce métier, cette façon de faire, cette façon de... J'étais dans un rapport assez romantique avec la photographie, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me donnait une image, mais que moi j'apportais des choses, qu'il y avait un échange. C'était une vision du reportage comme ça qui me tenait, quoi. Et puis il y a eu une sorte de rupture à un moment donné, quoi. Bon, alors, il n'y a pas d'événement précis non plus, mais en tout cas, il y a eu de plus en plus de doutes sur cette façon de travailler. Et puis surtout, je me suis aperçu que j'avais un désir d'enquête, par exemple, mais pas forcément de qualité précise pour rechercher la vérité, par exemple, quoi. Donc j'étais souvent dans une grande frustration, et puis je dirais que j'ai essayé une nouvelle piste, assez difficile à tenir, mais je trouvais que c'était un angle qui était assez intéressant, qui était celui de la confusion. C'est-à-dire que je pense que amener de la confusion dans le débat peut être quelque chose de constructif. Bon, c'est pas facile à tenir comme position. D'ailleurs, ça amène quelques quiproquos, apparemment, comme tu les as racontés. Mais en tout cas, je pensais que pas la confusion des sentiments, mais la confusion des faits. Oui. Et puis moi, je peux dire aussi que je ne fais que de la fiction. Voilà, mon travail, il est vraiment autour de ces sujets qu'on a évoqués, mais de manière picturale et fictive. Donc, je pourrais dire que je m'intéresse plus à comment se structure une opinion, une vérité, un point de vue. Par exemple, ça m'intéresse beaucoup de savoir... là, je parle notamment beaucoup d'affaires de terrorisme ou d'affaires d'État, ce genre de choses. Mais comment un point de vue officiel peut être annoncé
et comment une rumeur peut se mettre en place, comment il y a comme ça des points de vue divergents sur un événement, et qu'il y a toujours une structure qui se met en place, qui est récurrente, et puis qui m'intéresse, quoi. D'accord. Moi, je suis curieux de te poser une question par rapport à ta formation artistique. Dès le début de l'enseignement que tu as pu suivre dans les écoles, enfin à l'école des arts déco, tout de suite, ça a été cela le vecteur du travail? Ou est-ce que, je sais pas, tu es passé par une séquence totalement autre que tu as abandonnée parce que tu ne trouvais pas précisément ton compte, et qui aurait pu être, je sais pas, de la peinture abstraite, de la peinture figurative? Comment ça s'est passé? Bon, en tant qu'étudiant, évidemment, on expérimente des choses très différentes, mais je dirais que moi, le moment vraiment fondateur de mon travail plastique, c'est le post-diplôme aux Beaux-Arts de Nantes. D'accord. Bon, parce que... ce qui précède, c'est à autre. C'est pas que ça me compte pour rien, mais en tout cas, je me suis retrouvé en post-diplôme aux Beaux-Arts de Nantes. Déjà, c'était une année absolument exceptionnelle. C'est pénible, hein? Non, mais vas-y, continue comme ça. Ouais, l'année où j'ai fait le post-diplôme, c'était une année incroyable, parce que la même année, il y avait Mathieu Mercier, Saad Hanafi, Bruno Penado, Virginie Barré, Pierre Malfait, Christina Solomouga. Tout un monde, d'accord. Sur 10, on peut dire qu'il y a un paquet d'expos qui se sont faits après cette année-là. Donc on a tous beaucoup travaillé, etc. Et puis, eux, ils venaient tous des Beaux-Arts, ils avaient déjà une formation artistique, ils avaient rencontré plein d'artistes. Moi, c'est des choses que j'ignorais totalement. D'accord. Je n'avais jamais rencontré un artiste de ma vie et je n'avais quasiment jamais parlé de mon travail plastique. Il était plutôt en cachet. D'accord. Comme j'arrivais aux Arts Déco en photo avec un travail de plasticien et qu'on me disait en gros c'est vraiment de la merde, rentre chez toi, ça n'encourage pas la discussion. C'est sûr. Donc du coup, tout d'un coup, 1 an aux Beaux-Arts de Nantes avec que des gens totalement dans l'art, avec une culture de musée, de galerie, enfin... Moi, j'ai appris énormément de choses et j'ai beaucoup travaillé, et j'ai compris aussi à ce moment-là que mon travail s'engageait dans une voie, disons, politique, engagée, enfin, je ne sais pas comment la nommer, mais en tout cas avec une forte interrogation sociale, etc. Et moi-même, en tant que spectateur, j'étais très intéressé par des travaux comme Abramovich, Gina Pan, surtout Chris Burden, c'est des artistes qui m'ont beaucoup nourri, et ils avaient un travail très politique, et en même temps avec, je caricature un tout petit peu pour aller vite, mais disons avec une version, une vision héroïque de l'artiste. C'est-à-dire l'artiste qui... oui, tout à fait, chez Abramovich, ça. Et chez Burden. Chez Burden, bien sûr. C'est des gens qui se collent au boulot, mais alors... physiquement, etc. Et que moi, j'étais pas là-dedans, quoi. C'est-à-dire que la vision héroïque de l'artiste, elle m'intéressait comme spectateur, mais pas comme artiste. Moi, je me sentais beaucoup plus en retrait. C'est-à-dire que j'avais une position beaucoup plus d'observateur que d'engagement physique dans le travail. Ce qui fait que tu ne parlerais pas de ton travail dans le cadre d'activités performatives. Alors évidemment, c'est arrivé d'en faire, mais c'est des pièces assez singulières pour moi. Et puis, et donc pour revenir à ce moment où je prends conscience de ça, en travaillant aussi, quasiment la toute première pièce que je fais, que je revendique encore, qui est montrée au McVal d'ailleurs, là, pour l'expo Chercher le garçon. Ma toute première pièce, c'est un photomontage. Bon, c'est une pièce de 96, donc c'est vraiment les débuts de Photoshop, ça peut être Photoshop 1.0, où en fait je fais un autoportrait à 2 mains gauches. En fait, je retourne ma main droite sur Photoshop et je fais 2 mains gauches. Donc c'est une image assez manifeste, carrément manifeste. Elle s'appelle Anti-héros. Et pour moi, c'était cette position que j'affirmais, quoi. Je m'autorisais aussi à inclure mon corps dans le travail, mais disons de manière pas ridicule, quoi. Mais alors je vais rebondir sur cette image que tu nous mets dans la tête et qui est assez facile à se fabriquer si on ne l'a pas vu, de cet autoportrait avec les 2 mains gauches.
puisque tu parles de manifeste, il y a précisément qui passe derrière nous à l'écran une série qui s'appelle Les Manifestes, et qui là en appelle au dessin. Donc peut-être j'ai envie de saisir de cette occurrence-là pour te demander comment le dessin peut-il prendre sa place, trouver sa place dans ton travail. Difficilement. Très difficilement. Bon, tu as l'air de le regretter. Oui, parce que par exemple, je suis capable d'assumer mon travail d'installation, de photos, de vidéos. Enfin, j'ai un travail, je ne sais pas si vous voyez en feuilletant le catalogue, j'ai un travail qui est quand même très éclaté techniquement. Hein. C'est-à-dire que je fais à peu près de tout. C'est aussi l'avantage de ma formation. Parce que, ok, j'ai fait 3 écoles, c'est un peu con, mais en même temps, j'ai appris tellement de techniques que je suis quasiment autonome partout. Mais le travail de dessin, pour moi, c'est un problème. Je n'arrive quasiment toujours pas à l'assumer. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait d'expo de dessin. Une. Alors, voilà, Julie Crème m'a invité l'année dernière à une expo de dessin. J'étais ravi. Mais j'aimais plus Et pourtant, tu l'exerces avec compétence, sinon avec talent. Ben, je ne sais pas. En tout cas, je pratique le dessin depuis toujours. Et puis par exemple, je sais pas s'il y a des images de... On va arriver aux premières images, puisque là on est en 2012. On va y arriver très vite, je suppose. Ouais. En fait, le dessin, je peux l'assumer, par exemple, assez facilement quand il est contextuel. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer tout à l'heure, il y a le portrait d'un homme en fresque murale. Donc ça, en fait, c'est les premiers dessins que j'ai faits. En fait, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, notamment les gens qui sont en prison, qui sont enfermés, ils comptent les jours en mettant des petits bâtons. Bon, souvent on dit 5, on fait un trait diagonal. Mais bon, moi je ne fais pas ce trait en diagonale, mais je compte comme si je comptais les jours. Voilà, et voilà, lève là. Donc ça, par exemple, c'est un portrait où il y a des millions de petits bâtons. Quoi. Ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres. Celui-là, il y a 3 mètres sur 3. Donc c'est des dizaines et des dizaines d'heures pour faire un portrait comme ça. Mais il est contextuel. Là, le détail. Donc ça par exemple, c'est une intervention que j'ai fait en Corée, à Séoul, il y a quelques années, où en fait les services secrets sud-coréens déménageaient, et donc le lieu emblématique Kimusa à Séoul, qui accueillait les services secrets depuis toujours, tout d'un coup se vidait. Et ensemble. C'est vrai. Et du coup, moi j'étais invité à participer à une sorte de biennale qui s'appelle Plateforme à Séoul. Et j'étais invité pour réagir au contexte de ce bâtiment. Et donc, il n'y avait pas 2 jours que les services secrets avaient déménagé, que j'avais les clés du bâtiment. Donc pendant 1 mois, j'ai pu me balader dans tout le lieu. Dans la mémoire de l'interdit. Ouais, c'était glauque, parce qu'on parle beaucoup de la Corée du Nord, évidemment, parce que bon, c'est extrême, la Corée du Nord, mais dans les années 80, la Corée du Sud, c'était pas génial non plus. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, il y a quand même une dictature assez dure, avec tiré à armes réelles sur la foule, quand même. Donc ils ont eu un certain nombre de dictateurs comme ça, donc Chun Doo-hwan, qui est un des plus emblématiques. Et donc j'ai décidé de faire le portrait de Chun Doo-hwan dans ce bâtiment de Kimusa. Et du coup, cette technique de... Et le fait d'avoir choisi de le faire selon cette technique de petits traits de bâton assez laborieuse, quel sens particulier le dessin pouvait-il lui apporter? Est-ce que tu aurais pu faire un photomontage, tu aurais pu faire autre chose, recourir à un autre médium et à d'autres protocoles? Alors, ok. C'est... je vais peut-être rebondir sur les portraits. Au contraire, vas-y. Ça, c'est quand même une chose que j'applique régulièrement dans mon travail. Quoi. Alors, peut-être que vous avez vu en passant, là, il y a aussi des portraits qui sont sur bois. Je ne sais pas si vous avez vu, blanc et brun. En fait, attends que ça passe, mais... En fait, ce sont des portraits... En fait, je dessine à la carabine. C'est-à-dire, je dessine en impact de balle.
Donc souvent, en fait, j'utilise une technique de travail qui vient amener une forme de violence dans l'image à laquelle on fait face, quoi. Donc moi je pense que c'est assez simple et assez parlant, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs la pièce s'appelle Day After Day I Think of You, Motherfucker. Donc c'est quand même assez clair, c'est je dessine en comptant les jours, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est une technique qui revient souvent chez moi en travailler en petit bâton, et c'est quelque chose que j'ai commencé dès tout petit. Après une autre série, je sais pas qui passe, c'est Penshot, je sais pas si c'est dedans. Il y a des dessins de villes avec des tirs d'avion, d'hélicoptères. Non, c'est pas dedans. Bon. En fait, en fait, c'est une technique de dessin que j'ai commencé peut-être en CM2 quand je me faisais chier dans les cours de maths, quoi, où je commençais à mettre des petits bâtons dans la marge et puis au bout d'un moment à créer des formes, quoi. C'est devenu une technique de dessin, quoi. C'est-à-dire, au début c'était des têtes de mort, quoi. C'est-à-dire vraiment je me fais chier, quoi. Ouais. Et puis voilà, j'ai remis ça en pratique voilà, plus récemment dans mon travail plastique. D'accord. Et puis. Et comment ça a été reçu cette prestation à Séoul là, avec ces portraits de dictateurs dans ce lieu chargé d'histoire et de mémoire secrète? C'est-à-dire mon travail il est toujours un peu comme ça, quoi. C'est soit il y a des gens qui sont à fond la caisse, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent bah voilà, oui, c'est une technique pour faire comprendre que ce type était un enfoiré, quoi. Et puis enfin, il est je sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas il y a des ruptures faciles dans mon travail, quoi. C'est si on présente le portrait de quelqu'un et que cette personne en question elle a les gens en pensent des choses très différentes, hein. C'est-à-dire que la population coréenne elle-même est dans cette ambiguïté. Il y en a qui pensent que c'est un type qui a apporté beaucoup de choses au pays, et d'autres pensent que c'est vraiment un dictateur, quoi. Donc j'hérite de cette vision-là aussi, quoi. Alors, on a vu défiler juste après, justement, ces portraits-là, la série Les Manifestes, qui sont des phrases, comme celle qu'on vient de voir passer, « Je hais la nuit parce qu'elle porte conseil ». Alors, évidemment, c'est une jolie formule, au moins qu'on puisse dire. Ça n'est pas de moi, hein. Non, j'ai bien pensé que c'était une citation. Mais comment tu raccordes ce type de travail à l'ensemble de ta démarche? Et le recours au dessin, pourquoi? Pour cette partie-là. Bon alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai une série photo qui s'appelle Les Manifestes. D'accord. Donc ça c'est... bon, moi j'ai toujours une caméra, un appareil photo sur moi, et je travaille, disons, peut-être de manière assez proche de ma formation de reporter, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je fais du constat photographique, hein, et bon, c'est pas forcément des images que je montre en tant que telles, mais par contre qui viennent nourrir mon travail. Et puis j'ai appelé une autre série Manifeste, qui est un travail de dessin ou d'écriture qui sont en fait des espèces de slogans de services de renseignement. Donc ça par exemple c'est une phrase issue d'un service, et puis il y en a une autre qui dit alors ça c'est un slogan typique des services secrets britanniques, et la phrase en français c'est mon travail est tellement secret que je ne sais pas ce que je fais. Et ça, je trouve que je pense c'est surréalisant quand même. Oui, mais je pense qu'il manque pas d'humour non plus, ce genre et donc voilà, bon, c'est une façon de le mettre en place plastiquement. Oui. Voilà, c'est au niveau du dessin. J'aurais pu pour le coup essayer d'aller dans un bâtiment des services secrets anglais et puis faire une photo de ce panneau. Enfin, je ne sais même pas s'il y a un panneau qui existe. Enfin, en tout cas, au bout d'un moment, le dessin, c'était une solution. D'accord.
bah, techniquement, il y a des problèmes de Larsen, oui, assez sérieux. Thierry. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Thierry. Bon, c'est pas grave. Si c'est supportable pour vous. Oui, ça va. Ah, c'est pas pour... D'accord. Alors, il y a... qu'est-ce que je voulais dire ça y est, j'y suis. Si, ça y est, j'y suis. C'est par rapport à la série qui s'appelle Meeting Place. Alors, Meeting Place. Parce qu'elle est vraiment une série, moi, qui me parle beaucoup. Donc, c'est une série qui vient prendre sa place d'autant plus puissamment qu'elle est uniquement de dessins qui sont faits sur des pages de livres. Alors, je voudrais que tu me parles un peu de cette série. Quelle est-elle? C'est une série de 2008. Ouais, pas très vieille. Non, alors ça, c'est la période où j'habitais à New York. En fait, j'étais en résidence à New York. Et j'y suis allé pour préparer un film. Donc, ce travail, Meeting Place, en fait, c'était le préambule à une vidéo. Le principe était... j'avais alors il y a un certain nombre de personnes que j'avais envie de rencontrer. Alors évidemment, des gens qui ont de près ou de loin affaire à des histoires terroristes ou des histoires de crimes d'État, ce genre de choses. Et puis je cherchais à rentrer en contact avec ces personnes et c'était compliqué. Je ne savais pas comment les aborder, etc. Donc j'ai décidé de lancer des invitations picturales. C'est-à-dire que j'ai acheté vous savez, les $1 books qu'on trouve dans les rues de New York. Là, c'est des romans d'espionnage pas chers. Et donc, voilà, était de... vous voyez, en fait, c'est un plan de rendez-vous. Vous voyez, il y a 323 Ouest, 58e rue. À chaque fois, c'est un livre que j'envoyais à une personne que je voulais rencontrer. Donc chaque livre porte un seul dessin. Exactement. Donc en fait, je trouvais que c'était peut-être plus efficace d'envoyer ce type d'invitation à quelqu'un plutôt que de lui envoyer un mail ou un post-it, quoi. Donc je me suis dit que voilà, je mettais en place déjà une forme un travail plastique, quoi, et que ça amenait tout de suite un regard qui n'était pas celui du journaliste, qui n'était pas celui de la police, enfin qui était dans cette singularité de mon champ d'action, quoi. Donc l'idée était, je prends tel personnage, je lui donne un lieu de rendez-vous, 1 heure de rendez-vous, je lui envoie le livre, et il revient au rendez-vous avec le livre. Alors évidemment, j'ai perdu... Signe de reconnaissance. J'ai perdu des livres aussi. Parce que j'ai lancé des invitations et j'ai jamais eu de nouvelles, quoi. Ah oui. Donc le livre a disparu. D'accord. Okay. Mais bon, voilà, c'était le principe. Et moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens auxquels j'aurais probablement pas eu accès autrement, quoi. D'accord. Donc en fait, ça n'opérait que comme un plan de rendez-vous. Exactement. Et après, il se trouve que le film n'a jamais existé. Ah oui. Non, parce que le film était... alors c'était la période où j'étais à fond confusion. Enfin, c'était tellement confus que moi-même je me suis totalement perdu dans mon projet. Donc j'ai réalisé un certain nombre de plans, d'interviews avec des gens, et puis au bout d'un moment, je trouvais que ça tenait pas la route, quoi. C'est-à-dire que les dessins et l'imaginaire qu'il pouvait procurer était bien plus intéressant que ce que j'avais produit comme image vidéo, quoi. Donc voilà, c'est resté à l'état de dessin finalement. Alors il y a une série qui est apparue juste après qui s'appelle Shooter's Beaver. Celle-là, elle se présente un peu comme des planches presque encyclopédiques. Ouais, alors ça c'est un très travail décrites, qui rappelle d'ailleurs sans doute ta formation de design, parce que c'est vrai qu'il y a un soin méticuleux. C'est un dessin industriel. Ben, ça l'est, parce que c'est un travail très premier degré. Hein. C'est-à-dire que tous les ans, il y a Beretta, la marque de pistolet, qui édite un livre qui s'appelle Shooter's Bible et qui répertorie toutes les armes disponibles à la vente. Donc
Donc en fait, c'est un bouquin de 600 pages qui passe tous les ans. Et j'ai pris celui de, je ne me rappelle pas l'année, désolé, mais en tout cas 2009 voilà, j'ai pris le bouquin de Beretta et j'ai recopié page par page, quoi. Donc c'est vraiment un travail de copie. Et alors qu'il y a un travail qui n'est pas. Et la finalité? Eh ben c'est, pour moi c'est un exercice. C'est un exercice, ouais, c'est ça. Je trouve que le dessin c'est quelque chose qui se pratique quasiment quotidiennement, quoi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai besoin de dessiner. J'ai aussi besoin, de temps en temps, enfin, il faut être clair, j'ai besoin aussi de savoir que j'ai quelque chose à faire quand j'ai rien à faire. C'est-à-dire que sur 600 pages... J'ai cru, pour te dire, que tu allais nous dire que j'avais besoin de quelque chose à vendre. Et je le dis parce que nous sommes ici dans une foire. Ah oui, mais si, vendre des pages, attends, il y a bien une économie derrière l'œuvre, le travail. Non, mais j'en ai jamais vendu. De toute façon, je n'ai jamais vendu un seul dessin. Jamais. Jamais vendu? Ah, si. J'ai vendu Twin Fingers. Ah oui, le premier de 2001. Ouais, ça, j'ai vendu. Oui. Ouais, mais c'est le seul. Alors, j'ai pas un travail de dessin énorme. Non. Mais en tout cas, je dessine très régulièrement, mais c'est ma faute aussi. Si je les expose pas, comment c'est sûr comment les gens vont être au courant. Évidemment. C'est sûr. Donc voilà, je m'en. Mais par exemple, il y a eu une exposition à un moment des bouquins de shooters, non pas de Meeting Place. Il y a une exposition. Et il n'y a pas eu. Mais c'était un centre d'art. C'était pas un lieu de vente, quoi. Donc bon, évidemment, il y a des collectionneurs qui peuvent voir l'expo et qui peuvent être intéressés, mais. Non, et sinon, tu n'as pas vendu de dessin. Ça m'étonne. Enfin, je suis assez frappé. Mais alors, par exemple... Non, mais alors peut-être que ça n'encourage pas non plus... Enfin, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, j'en montre peu, donc j'en vends peu, mais comme j'en vends pas, je me dis, ça ne tient pas la route, donc je les montre pas. Est-ce que c'est pas beaucoup plus parce que l'image que tu as dans ce monde de l'art, de ton travail, ça ne passe pas effectivement par le dessin? Non, on va peut-être dire, ah bon, il dessine de Leclerc, tiens, je savais pas, je croyais qu'il faisait des performances, il faisait de la photo, qu'il faisait des films. T'as tout compris. C'est là aussi que ça se passe. Non, mais moi, en fait, je suis quelqu'un de pas facile à identifier. C'est-à-dire que j'ai pas de... Étant donné que je fais à peu près de tout, quoi. Du son, de la vidéo, etc. C'est pas... j'ai pas de patte identifiable. Il n'y a pas de prise facile. Et puis en même temps, c'est parce que je suis comme ça aussi. J'allais dire, mais tu es comme ça et tu le cultives. Bien sûr, j'ai qu'à en prendre qu'à moi-même. C'est-à-dire que si au moment où, par exemple, j'ai commencé à faire les portraits à la carabine, bon, vous voyez, je dessine comme ça par un... Comme vous avez vu un paysage de Corée du Nord, par exemple. Oui, voilà. Donc ça, c'est... pour juste résumer un tout petit peu, c'est parce que là, on ne comprend pas forcément. En fait, je tire sur du mélaminé. C'est un peu ce bois-là. Vous voyez, c'est le bois typique des cuisines. Donc c'est un aglo qui est en sandwich de plastique blanc, noir, de couleur, peu importe. Et en fait, je dessine sur la planche et ensuite, par système de pointillés, comme ça, je fais un impact de balle tous les 2 cm à peu près. Il faut tirer bien, mais étant donné que j'ai tiré à peu près 300 000 balles en 5 ans, je commence à me défendre. Donc, et du coup, chaque pièce, c'est entre 6 000 et 40 000 tirs. Donc c'est un travail très long, de concentration. Et il me semble d'ailleurs que le paysage qu'on a vu, que j'ai fait acheter au FNAC, il y avait 18 000 tirs. Et puis j'en ai fait un 40 000, la pièce qui était présentée à Beaubourg, c'était 25 000. Ah oui, d'accord. Donc pour moi, c'est une pratique très proche du dessin. C'est-à-dire que moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Je me mets vraiment dans un processus de concentration, il faut viser, et puis, vous voyez, c'est un peu comme quand on dessine directement à l'encre sur une feuille. Alors il peut y avoir une espèce de légèreté, de liberté, et puis au bout d'un moment, les 3/4 du dessin sont finis, et ça commence à se tendre un peu, quoi. C'est-à-dire que là, on se dit, si on foire maintenant, tout est mort, quoi. Donc il faut tout refaire. Et il y a cette tension-là avec le tir, évidemment, parce que une balle qui part comme ça, ça m'est arrivé... Et puis le protocole lui-même de ponctuation rejoint celui des traits. Voilà, oui, bien sûr. Ça fait la même chose.
Donc, pourquoi je disais ça là? Je ne sais plus. On parlait d'économie, on parlait de... Oui, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, par exemple, au moment où j'ai commencé à faire toutes les pièces en tir, alors ça, j'en ai vendu. Parce que globalement, je vends assez peu de pièces, hein, mais ça, je les vendais. Même, j'ai même eu des commandes. C'est-à-dire que la pièce n'était pas faite, qu'elle était déjà réservée. Alors, c'était du jamais vu pour moi, mais ça m'a angoissé, je pense, quoi. Je pense que je me suis vu dans 15 ans toujours en train de tirer n'importe quoi à la carabine, et je me suis dit c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ça. Donc j'ai fait une série de 14 pièces, terminé, quoi. Fini. Je veux pas être le spécialiste des armes à feu en France, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi-même, je m'interdis ce genre de choses, donc je peux pas me plaindre après de pas être identifié. C'est-à-dire qu'on peut m'identifier par rapport au contexte, au champ d'investigation, ce genre de choses, mais techniquement, c'est très difficile de reconnaître une de mes pièces. Donc voilà, le dessin fait partie de ce processus. J'en montre pas, j'en vends pas. Comme j'en vends pas, j'ai peur d'en montrer. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu stupide, mais je suis peut-être un peu stupide comme un enfant qui attend que tout d'un coup quelqu'un dise tes dessins sont bien, je vais les montrer. Alors ça me dégagerait d'une certaine manière, quoi, mais ça m'arrive peu, quoi. Voilà. Et alors, par exemple, actuellement, là, tu es en train de travailler sur un projet particulier ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui porte le travail, là, de manière saillante? Bon, j'ai la chance de beaucoup exposer, hein, donc ça, je manque pas d'expo. Après, je dirais que probablement la chose qui m'excite le plus en ce moment, c'est cet été, j'ai à nouveau une résidence en Corée. Mais alors ça fait la 3e fois que j'ai une résidence là-bas. Et à chaque fois, ça a été à Séoul. Et je travaillais, j'ai beaucoup fouiné autour de la DMZ. Vous voyez, la ligne de démarcation entre les deux Corées, qui est un endroit absolument incroyable et fascinant. Et là, on m'a invité pendant 1 mois et j'ai une maison sur la DMZ. Sur la DMZ. Sur la DMZ. Donc ça, c'est bien excitant pour moi, quoi. Alors, il se trouve que ça s'appelle la zone démilitarisée entre les deux Corées, mais enfin, il y a 35 000 soldats, il y a vous voyez les hélicoptères en forme de banane avec les 2 rotors, ça passe en permanence. Ce sont des... Bon, je travaille beaucoup sur les frontières, notamment celles où il y a une tension extrême, puisque une des pièces que vous voyez là, qui était pour l'expo de Beaubourg sur l'Inde, donc j'ai fait une série de photos à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, qui est un endroit extrêmement tendu, hein, parce que vers le Cachemire, en fait, il y a une espèce de triangulation de conflits, à la fois les Pakistanais avec les Indiens, les indépendantistes du Cachemire contre le Pakistan, contre l'Inde, etc. Donc c'est des zones très très tendues. Et je parlais de la Corée, pardon. Et donc la Corée, j'avais fait j'avais fait pas mal de boulot autour de cet endroit. Et puis comme toutes ces frontières qui sont à la fois extrêmement tendues, des fois très très violentes, il y a aussi des gens qui y vont en famille, hein, c'est-à-dire pour visiter. Donc par exemple, côté sud-coréen, à l'endroit de la frontière, avec le seul endroit de passage autorisé de temps en temps entre les deux Corées, il y a une fête foraine par exemple, quoi. Donc à 20 mètres, on risque de se prendre une balle, mais à 20 mètres, on tire une balle pour... exactement, il y a la grande roue, il y a le grand 8, etc., quoi. Et c'est des choses incroyables, quoi. La frontière entre l'Inde et le Pakistan, c'est totalement dingue, hein. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a aucune relation entre l'Inde et le Pakistan, alors qu'en fait, ils sont comme ça. C'est-à-dire à la frontière, ils ont une parade militaire, tout est calé au millimètre et à la seconde près entre les deux camps. Donc ils font une espèce de cérémonie pour impressionner l'autre. Donc par exemple, chacun à leur tour, ils se mettent face à face, un Indien, un Pakistanais, et puis ils balancent leurs pieds comme ça, et le pied il fait ça.
passe à 1 centimètre du nez de l'autre militaire, qui se gueule dessus comme ça, chacun leur tour, une quinzaine, et puis de chaque côté de la frontière, ils ont construit une sorte de forum, d'agora, où le public est là, avec les drapeaux, en chantant l'hymne national. Côté pakistanais, c'est fuck India, et côté indien, abat les Pakistanais, tous des enfoirés. Enfin, c'est vraiment. Et c'est entre le stade de foot, la fête foraine et le truc très très agressif, quoi. Et ça, ce sont des endroits qui sont quand même très très étonnants, quoi. Donc là, j'y vais pendant 1 mois. On a un mois là-bas, cet été. C'est dans le cadre des échanges de l'année de la... En fait, c'est dans le cadre d'une expo, hein, qui a lieu sur la DMZ. En fait, il y a un bâtiment juste à côté d'une espèce de bâtiment un peu emblématique où il y a des rapports entre les 2 gouvernements. Ils ont une salle, hein, qui va faire sa décoration. D'accord. Voilà, un sacré parcours là qu'on vient de traverser, pour le moins. Non, tout à fait passionnant et intéressant. Bon, bah écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Laissez poser des questions. Oui, voilà, si vous avez des questions, c'est ce que j'allais faire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous êtes saturé, vous pouvez... Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout va bien Dans ton catalogue, là, tu as photographié pas mal de... Je pense que c'est des endroits où les gens sont morts dans des accidents de la route. Ouais, ça c'est pareil, hein. C'est une série que je fais depuis 10 ans. Hein. Comment dire, quoi. C'est assez frontal. Hein. J'ai cette pratique photographique comme ça de captation du réel. Hein. Ça c'est pareil, c'est des photos que j'ai jamais montrées en fait. Je les montre dans mon catalogue parce que je trouve que c'est un... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est un ouvrage que j'ai essayé de construire avec le plus de générosité possible, quoi. C'est-à-dire je fournis mes sources, je fais des commentaires sur chaque pièce, j'essaie de démystifier peut-être aussi tout ce travail. J'ai l'impression de me livrer, quoi. Et donc je livre aussi, ouais, je pense, quoi. Donc je livre aussi ce travail d'enregistrement du réel, quoi. Après, d'où vient... C'est aussi l'instant d'après. L'instant d'après que tu vas Par faire rapport sur deux choses. au sujet, oui. Oui, tu arrives toujours après l'événement. J'arrive toujours après. C'est ça. Le mec en retard, quoi. Le mec en retard, mais de manière permanente. Il n'y a que la police qui est en avance sur moi. Quoi. Je suis interpellé avant que je fasse une connerie, quoi. Non, mais je pense que surtout dans cette série de photos, c'est effectivement saisir une situation de réalité à un moment X, quoi. Alors après, je ne sais pas si vous avez vu aussi la série qui s'appelle Manifeste, photographique. Alors là, moi, quand même, et ça vaut pour les fleurs des tombes au bord de la route. Hein. C'est-à-dire que... ou la série qui s'appelle Chute. Je ne sais pas si vous avez vu, où c'est que des clochards qui sont dans la rue. Moi, je trouve que ça, c'est des choses de violence quotidienne, quoi. C'est-à-dire ça nous interroge beaucoup sur notre propre positionnement. Enfin, là, je dévie, par exemple, sur la série de clochards. Je pense que c'est quand même quelque chose auquel on est confronté quotidiennement, pour le et moins, qui est d'une énorme violence, quoi. Moi, je n'arrive toujours pas, à 45 balais, à accepter que je puisse me balader dans la rue et ignorer un type qui crève de faim à mes pieds, quoi. Et je le fais quand même, quoi. Et on a tous des techniques pour pas donner à chaque fois, parce qu'on peut pas donner à chaque fois non plus. Enfin, ça nous interroge. Ça nous interroge en permanence. Et en même temps, c'est insupportable, quoi. Et donc, ce type d'image-là, d'ailleurs, joue un peu, il me semble, hein, à la façon dont Ernest Pignon, Ernest nous interroge, pareillement, avec ses images à lui, quand il va coller, tu as raison, c'est d'une violence incroyable. Et puis la série Manifeste, là, ce ne sont que des slogans, en fait, des manifestes, pas forcément les miens, mais en tout cas des manifestes de personnes qui s'expriment, notamment sur les murs, dans les chiottes, enfin, il y a tout un tas de gens comme ça qui s'expriment, et il y a des trucs absolument incroyables, quoi.
C'est beaucoup le monde et la société mis à plat. Oh, bah, bien sûr, Totalement. Et puis il y a des trucs vraiment drôles aussi. Hein. C'est-à-dire que oui, heureusement. tout d'un coup, il y a un mec qui est sur un mur à Saint-Germain qui écrit Je suis victime d'une embolie schizo. Et le trait qui va comme ça, il n'a même pas pu finir sa phrase. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment fort, quoi. Bien, bien. Pas d'autres questions? Eh ben, merci de votre écoute. Merci Alain, hein, c'était super. Merci.